Youpi! Youpi! Hi, on a vu mes fesses. Oh mon dieu! Aimez-vous cette petite ambiance rouge tamisée, mal éclairée? Moi non plus, mais c'est pas grave, il n'a jamais été dit que des efforts seraient faits pour une vidéo sur des films qui ne font aucun effort. Donc bienvenue messieurs dames dans ce flop film de l'année 2023. On est en février, je sais. Bah écoutez, si j'ai envie de prendre le temps de sortir un flop, je prends le temps. Et de toute façon, je n'ai pas eu le choix parce que je travaillais sur Alien. J'ai consacré 6 mois de ma vie à ce projet monumental. J'espère quand même que vous allez voir cette dinguerie, mais ça ne m'empêche pas, voilà, après m'être un peu reposé, de finir mon top et flop de l'année 2023. Et donc, dans cette superbe vidéo, messieurs dames, nous allons parler des pires films que j'ai vus en 2023, la lie de l'humanité, ce que le cinéma a pu produire de pire, d'après moi évidemment, voilà. Alors c'est vrai, chaque année je dis... Ah non mais moi, je vais voir que des films qui m'intéressent, même si je sens qu'ils sont pas très bien, bah j'espère pouvoir avoir des choses qui vont me plaire dedans, et je saurai faire la part des choses. Vous allez voir, cette année, je l'ai un peu cherché quand même. Nous allons donc commencer avec les séries. Nous allons commencer avec la grande déception, Carnival Row. C'était une série fantastique steampunk que j'avais beaucoup aimé, avec un très joli budget, qui avait... des bons concepts, des belles idées, un univers complètement nouveau qui avait été créé de A à Z, ça surfait sur de la géopolitique, sur des histoires d'amour, enfin ça mélangeait le petit et le grand, je trouve qu'il y avait tout pour faire une grande série, et voilà, la première saison était tout à fait correcte, et malheureusement on sent que ça n'a pas du trop marché parce que on sent que cette deuxième saison, ils ont essayé d'en foutre deux en une seule, c'est ultra condensé, les personnages font des trucs très bizarres, ça part un peu dans tous les sens, même s'il y a des monstres qui sont encore très chouettes, ça surfe un petit peu dans des univers comme ceux de Lovecraft, donc voilà, on est sur des monstres plutôt stylés. Et malheureusement, c'est quand même voilà, une saison qui est vraiment très moyenne, donc ça m'a un petit peu déçu que ça finisse comme ça, voilà. Complètement bâclé, voilà. J'ai aussi pas du tout aimé Fondation, je crois que c'est la deuxième saison qui est sortie de Fondation. J'avais un peu accroché avec la première, qui avait quand même l'air un peu d'avoir compris le bouquin, quoi. Mais il y avait des petites choses qui me posaient problème dans la première saison. Il commençait à prendre des libertés par rapport au bouquin. Notamment des personnages qui peuvent passer d'époque en époque. Et alors je me suis dit, oh là là, c'est mort, ils ont rien compris. Et cette deuxième saison est complètement catastrophique. Ça part dans tous les sens. Ils commencent à créer des personnes avec des super pouvoirs. Là, ça devient de la magie, quoi. Alors que Fondation, au début, c'est de la science. C'est ça qui est passionnant. C'est des gens qui arrivent à prévoir le futur, mais ils arrivent à prévoir le futur avec la science, avec la psychohistoire. Et dans cette psychohistoire, il y a un être, le mulet, the mule en anglais, qui va mettre à mal tout ça, parce que c'est un mutant qui arrive à contrôler les émotions des gens. Mais il y a une personne qui arrive à faire tout ça. Alors que là, c'est la salsa du démon, là, c'est la fiesta à tous les étages, tout le monde a des super pouvoirs, ça n'a plus aucun sens, c'est de la magie, quoi. Même mon personnage préféré, Belrioz, grand général de l'armée, de l'empereur, bah, il est complètement... Enfin, le casting est cool, mais bon, ça va nulle part, j'ai même pas envie d'en parler, c'est pas bien. C'est pas bien, franchement, gâchis de fou. Gâchis en sachant ce qu'il pouvait faire avec Fondation. En fait, pour que vous vous rendiez compte, Fondation, j'aimerais quand même que vous preniez en compte le potentiel. Fondation, c'est une saison, une époque. La saison d'après, tous les personnages que vous avez connus sont devenus des héros légendaires, mais ils sont tous morts. Ils sont tous vieux ou morts et c'est terminé et tu passes à autre chose, quoi. Moi j'imaginais, voilà, Fondation par exemple par HBO, ils auraient eu ça, chaque saison un nouveau casting, chaque saison des nouveaux dilemmes terribles sur comment on sauve la Fondation, comment on sauve l'univers de l'Empire et de sa destruction. Ça aurait été génial, quoi. Et là... Voilà, freestyle total, ça part dans tous les sens. Bref, j'ai pas envie d'en parler. Et toujours dans le style, c'était mieux dans le bouquin, moi j'avais lu Silo, et je trouve que la série est correcte, mais elle a quand même du mal à faire ressentir justement ce qui faisait la spécificité du bouquin. Et c'est pareil, le bouquin, tu suis un personnage qui va mourir, ensuite tu vas suivre un autre personnage en disant ah bah c'est bon, c'est lui le héros, et en fait il va mourir, jusqu'à ce que tu arrives enfin à plusieurs personnages, sauf que là les personnages on les présente tous d'un coup, il n'y a pas du tout ce petit jeu à part au début, de suivre une personne puis une autre, enfin t'as l'impression qu'ils comprennent pas ce qui fait la richesse d'un bouquin, genre la particularité des points de vue, la spécificité d'avoir dit ok on suit un personnage puis un autre, c'est ça qui faisait la force du bouquin, quoi. L'univers en lui-même est sympa, mais enfin t'as l'impression qu'il passe complètement à côté du truc, quoi. Donc voilà, après moi je suis parti des vieux cons qui sont obligés de dire c'était mieux dans le bouquin. Bah ouais les gars, si vous n'avez pas compris ce qui faisait la force du bouquin, je peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je vais aller aussi très vite sur les films qui m'ont pas plu ou qui m'ont déçu mais qui n'ont pas pu rentrer dans le top 10. Alors j'ai deux grosses déceptions cette année qui pour moi allaient être les films de l'année. La première grosse déception c'est Oppenheimer. Voilà, effectivement je n'ai pas... Enfin...
C'est un bon film. Calmez-vous, là, je vous sens tous tendus. Ah, ça commence à stresser derrière les écrans. J'ai bien aimé Oppenheimer, mais ce n'était pas le film de l'année comme je l'attendais. Je trouve que c'est un bon film, mais je trouve vraiment que c'est un des moins bons films de Nolan. Alors je vais m'expliquer, même si le jeu d'acteur est très bien, même si la photographie est très bien, je trouve qu'on passe un peu à côté du film et des thématiques proposées par le film. Donc on est quand même en train de suivre le créateur de la bombe atomique, et je trouve qu'on reste très froid et très distant par rapport à cette personne. À aucun moment on rentre, on côtoie un peu ces dilemmes psychologiques, ces dilemmes moraux qui frappent un peu toutes les personnes qui sont en train de bosser sur l'arme qui peut détruire l'humanité dans son intégralité, voilà. Donc on reste très distant, très froid, on rentre pas du tout dans quelque chose À aucun moment on touche au dilemme moral, ou alors vraiment de très très loin. Ça se sent quand tu regardes le film qu'ils ont essayé de faire un film de 4 heures monté en 3 heures. Ça va à fond, il y a un rythme complètement effréné qui va pas du tout justement avec un peu cette ambiance apocalyptique crépusculaire de la création de la bombe atomique. Et tu sens que ça va à donf, voilà, le film s'arrête jamais. Et aussi je trouve qu'à la fin, le film vire dans le thriller. Ce qui est plutôt malvenu, pareil avec le thème de la bombe atomique, quoi, j'ai pas trop compris. D'un coup on part sur une espèce de film à rebondissement, de révélation. Alors, en fait c'était lui le méchant depuis le départ, voilà. Ce qui va très bien dans un délire comme Tenet, comme voilà, tous les films un peu de science-fiction barrés que peut faire Nolan. Mais c'est comme si Dunkerque il en avait fait un film qui virait dans le thriller et dans le plot twist et dans dans le côté un peu film intense. Je trouve que ça marche pas, quoi. Donc quand je suis allé voir Barbenheimer, je suis allé voir Barbie. Et après, je suis allé voir Oppenheimer, j'ai préféré Barbie. Voilà. Incroyable. Incroyable. Ah, il l'a dit. C'est la première personne sur Terre qui l'a dit. Et en plus, alors j'ai pas eu de bol parce que je suis allé voir Barbie. Et je voulais enchaîner. Je sortais de la séance à 16h. Et ma séance que j'avais prévue pour Oppenheimer était à 17h15. Donc j'avais 1 heure pour manger et tout ça et me reposer. Sauf qu'en fait, en prenant ma place, je vois que la séance de 17h15 est pleine. Et du coup, la seule séance qui est disponible, c'est la séance à 16h15. Ça veut dire que je devais enchaîner les 2 films directement. Alors, ça n'a pas influencé sur mon ressenti du film, mais je vais pas vous mentir. Après, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 5 heures de film, Barbie et Oppenheimer. Je suis sorti, j'avais une barre là. J'avais une barre. J'étais au bout de ma vie, genre j'avais mal au crâne de fou, c'était horrible. Et ouais, je trouve que le film à plein de moments il me déçoit. Au début, on te montre une représentation imagée de la fission nucléaire, genre t'as des bases dans le cinéma, t'es accroché à ton siège, t'es en mode oh my fucking god, comment ça va être incroyable. Et quand t'arrives au moment de la bombe où il faut exploser la bombe, et elle utilise un des procédés les plus nuls que je déteste au cinéma, c'est que tu as juste les images et on te coupe le son. Et quand la bombe explose, c'est silence radio, ils avaient fait pareil dans Hunger Games je crois, au moment le plus gros climax, ils coupent le son. Mais c'est nul ça, surtout quand on te vend un film sur la bombe atomique. Je veux que tout pète. Je veux que mon siège il tremble et que les boulons de mon siège s'envolent tellement les bâches cette fois exploser le cinéma et que toutes les vitres elles explosent. Première grosse déception. Deuxième grosse déception évidemment c'est Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese. Je vais refaire le vieux con, le mec relou, mais attendez. Moi, il y a 4 ans, 5 ans, j'ai lu le livre, voilà. Et dans le livre c'était mieux. En fait, c'était vachement mieux. Pourquoi alors? Pourquoi l'expérience du livre me paraît complètement supérieure à l'expérience du film? Parce qu'en fait, dans le livre, c'est un journaliste qui, à notre époque, décide d'enquêter sur une série de crimes violents qu'il y a eu dans les années 20. Ce sont des Indiens de Osage, je crois que ça se dit, Osage, bon je sais plus, qui se font assassiner. C'est des Indiens qui sont extrêmement riches parce qu'on les a confinés sur une toute petite terre, mais cette terre s'est révélée extrêmement riche en pétrole. Donc il y a une inversion des valeurs qui est vachement intéressante, où c'est justement ces Indiens dans leurs réserves qui sont pétés de thunes, et tous les petits blancs là sont voilà, à leur service, en train d'essayer d'obtenir leur faveur. Et au sein de ce groupe d'Indiens, il y a des crimes horribles qui sont commis. Alors c'est une histoire vraie, c'est ça qui est complètement passionnant, et le film aurait dû être plus explicite avec ça, parce que c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est de dire que c'est une histoire vraie. À un moment t'as Martin Scorsese qui fait un peu un happening dans l'histoire, qui voilà, qui se met lui en scène pour expliquer un petit peu ce que sont devenus ces personnages, mais ça reste quand même assez flou sur le fait que ce soit une histoire vraie. Ce qui est génial, c'est que le bouquin est illustré de photos d'époque, je sais pas si vous allez en voir, des photos d'époque
Voilà, bon, on voit peut-être pas grand chose, surtout avec la lumière dégueulasse que j'ai mis, mais avec les vrais personnages, ce qu'ils ont fait vraiment. Voilà, donc là vous avez le personnage joué par DiCaprio et sa femme. En fait, ce qui est très cool, c'est que le bouquin te montre des photos, puis plus tard dans l'histoire te les remontre, et avec les nouvelles informations que tu as, tu les vois d'une nouvelle manière. Donc ça fait des sacrés chocs des fois, ce qui est vraiment intéressant, parce que c'est un procédé vraiment de mise en scène, quoi, dans le bouquin, qui est vraiment assez palpitant. C'est super bien écrit. Et surtout, c'est écrit un peu comme une enquête policière. Alors que là, le film, et ça, je lui jette pas la pierre, mais le film prend tout de suite le parti de te dire: regarde, c'est lui le méchant, c'est lui en fait la personne qui commet toutes ces atrocités. Sauf que le film dure 3h30, et une fois que grosso modo que tu as la révélation et que tu as compris ce qui s'était passé, à quel point c'est glauque cette histoire et c'est un thriller horrible, et ben le film te propose pas grand chose de plus, quoi. Le film tourne en rond, tu n'as aucune scène mémorable, aucune mise en scène mémorable. Pourtant il est sorti vers la fin de l'année, hein, août, septembre je crois, un truc comme ça, même octobre. Vraiment je n'ai aucune scène qui m'a marqué. Je trouve qu'il y a juste, évidemment, DiCaprio, De Niro, Lily Gladstone, c'est bon, j'ai retrouvé son nom, qui interprètent parfaitement leurs personnages, qui sont des super acteurs, quoi. C'est moche à dire, hein, mais tu sens que dans la mise en scène, il a vieilli, Scorsese, il est plus aussi inspiré, il a plus de coups de génie comme avant, quoi. Ouais, je m'attendais à un sacré thriller et voilà, je suis très déçu. La seule force du film, je trouve, c'est son histoire qui est complètement horrible et je suis d'autant plus parce que c'est une histoire vraie. Mais sinon, voilà, j'ai été très déçu. C'est loin d'être le chef-d'œuvre dont tout le monde parle. Je trouve qu'il manque clairement d'ambition dans la mise en scène et dans sa manière de raconter cette triste histoire. J'aime bien aussi, avant de rentrer dans le top 10, j'aime bien vous parler de mes expériences au cinéma qui sont toujours assez incroyables. Quand je suis allé voir Creed 3, qui est un bon film, moi j'aime beaucoup Creed 3, je le trouve très chouette. Je crois que c'était une des pires séances de ma vie, puisque, je sais pas, c'était Cassosland. C'était un bordel dans la salle, il y avait plein de gens qui gueulaient. Et à un moment, il y a un mec qui s'est levé et fait: oh les cassos devant, vous allez fermer vos gueules. Et l'autre il s'est levé, il a fait: hey, tu parles à qui là? Tu parles à qui? Il dit: bah à toi espèce de con, tu t'es reconnu. Si t'es venu voir quelqu'un boxer, viens voir, je te montrerai ça en direct. Waouh! Et tout le monde qui a pété un câble dans la salle. C'était un sbolé monumental et tout. Il y a des gens du cinéma qui ont dû intervenir pour dire: vous taisez maintenant si on arrête la séance. Voilà, bon, ça c'était une expérience assez ouf. Et deuxième expérience assez ouf quand même. Alors vous savez, j'ai jamais été un très grand fan de Marvel. Ça m'intéresse plus comment Marvel va mourir plutôt que comment Marvel a vécu. Voilà. Cette grosse saga, cette grosse entreprise qui est complètement sur le déclin, hein, voilà, qui ont eu une idée complètement catastrophique de multiplier les récits, de multiplier les rendez-vous sur plein de plateformes, ça ne marche pas du tout. Mais je suis allé voir Ant-Man 3, qui est vraiment pas le pire pour moi. Les gens, ils sont en mode: c'est horrible. Vous aimez bien comparer le caca avec le pipi, quoi. Mais vraiment... Enfin, Marvel, on rappelle, ils ont fait 4 bons films. Hein. Mais je suis allé voir Ant-Man 3. Et à un moment, apparaît un personnage à l'écran. Et j'étais en mode... Oh, wow! Je sais plus comment il s'appelle, Mordock, je crois que c'est un personnage assez connu dans les comics. Et vraiment, j'ai vu cette apparition-là et je me suis dit: mais qu'est-ce que je regarde? Ce truc-là, pour moi, va faire partie de la légende du cinéma. Je pense que vraiment, il va rentrer dans la légende du cinéma comme un des trucs les plus horribles qu'on ait vu sur un écran. Voilà. Et puis, il fait que des blagues pipi caca nul, et à la fin il se sacrifie en mode: j'ai besoin d'amis et tout, mais c'était légendaire ce truc. Je pense que Marvel est mort à ce moment-là. Voilà, c'était je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était complètement incroyable. Mais en vrai, je suis content d'avoir vu ça. Vraiment, je pense que ça va rester dans la légende. Bon les amis, il est temps de passer à mon top 10 parce que je parle. On n'est même pas encore entré dans le top 10. J'ai tellement de trucs à dire à chaque fois. Oh putain, et on va commencer avec un film qui m'a tellement vénère. Je suis allé voir en me disant: non mais c'est A24, je vais peut-être lui laisser une chance. La main. En plus la traduction est nulle. Talk to Me en anglais s'il vous plaît, c'est quand même déjà un peu plus intéressant. Talk to Me qui est un film d'épouvante, cliché, con, nul, qui fait pas peur, over the top, tout ce que je déteste dans le cinéma. C'est une main, elle est possédée et c'est des ados, ils jouent avec. Quand tu tiens la main, tu dis Talk to Me, t'as des apparitions fantomatiques, tu vois des
Et bien, une espèce de parallèle avec ça en mode c'est la drogue, mais c'est que des ados débiles qui font des trucs de débiles que aucun ado débile ne ferait. C'est genre, allez, venez, on filme ça, on ça sur Instagram, waouh, c'est tellement cool, oh, on a tellement de personnalité, on est tellement des révoltés, on est tellement des rebelles, quoi. On est trop des ados rebelles, ah ouais, ça se fait trop pas, les dialogues sont cons, c'est nul, c'est débile, les retournements de situation, mais cons et à en mourir. Quand il y a du body horror qui arrive, c'est cringe à mort. C'est oh, il s'explose la tête sur une table, oh là là. Tu vois venir les retournements de situation à 10 km. Il passe 25 minutes à te dire oh ma mère elle est morte, c'est terrible. Oh ma mère elle est morte. Oh j'aimerais tellement revoir ma mère. Et là ils ont une main avec laquelle tu peux voir les morts arriver. Non mais. Oh surprise, il y a sa mère. La fin est nulle, éclatée au sol, c'est éclaté. Il a été écrit par une IA le film ou quoi? Alors si vous regardez cette vidéo dans très longtemps, les IA elles savent pas dessiner les mains, voilà. Pour l'instant, le maximum qu'une IA ait pu faire, c'est ça. J'habite une maison citrouilleuse, un petit bouton, le soleil est rond. J'habite une maison citrouilleuse, un petit bouton, le soleil est rond. Ah ça c'est le maximum que l'IA ait pu faire pour l'instant, voilà. Alors je vais peut-être me faire DMCA, mais moi, voler les images et le son de trucs créés par IA, ça ne me gêne pas. Et les gens qui ont fait cette vidéo, ils vont dire quoi? Arrêtez, c'est du vol! Voilà, la main, c'était éclaté au sol. C'est le pire film d'épouvante que j'ai vu depuis très longtemps. C'était trop nul, voilà. Rien à dire. 0 sur 20. 0 sur 20. Je me suis fait chier de bout en bout. Tout ce que j'aime pas dans le cinéma d'épouvante, quoi. Horrible. Ensuite, nous allons passer au numéro 9. Et là, il y en a qui vont en prendre pour leur grade parce que en numéro 9, j'ai passé un très mauvais moment devant Le Garçon et le Héron. C'est Miyazaki, comment tu peux dire ça? Arrêtez! Cet homme est un génie! Et ben, il a le droit de faire des films éclatés aussi, voilà. Ah, le film est pas nul, le film est éclaté. Bon, pas éclaté. C'est très mauvais. C'est un très mauvais film qui part dans toutes les directions. Je trouve que le film est très mal réalisé. C'est très beau, c'est l'animation Studio Ghibli, voilà. Donc niveau animation, ça je peux pas lui jeter la pierre. Mais je trouve que le film est très mal écrit. L'introduction s'étire, est hyper longue, ne dit rien. Et ensuite, le film te présente plein d'espèces de mini-scènes qui n'apportent rien à l'histoire, qui sont pas forcément très drôles alors qu'elles se veulent drôles, qui amènent plein de personnages qui sont complètement traités en surface. Vers la fin du film, tu commences à sentir, tu te dis ah mais attends, le film parlait de ça, parce que t'as des histoires de voyage dans le temps, d'interaction entre personnages du présent et du passé. Et là, tu commences à avoir des belles choses qui commencent à se dire boum, terminé, c'est ciao. À la place, voilà, ça a duré 5 secondes, après t'as 20 minutes de perruche qui poussent des cris bizarres. Vraiment, le film est mal scénarisé, mal monté. J'ai l'impression que c'était un film de 3 heures qui a été coupé à l'âche. Voilà, ils ont dû enlever des tronçons monumentaux parce que vraiment t'arrives avec un espèce de truc hybride à la fin, mais qui a une histoire complètement caduque, malvenue, tronquée, bizarre, avec des personnages qui sont complètement traités en surface. Voilà, Le Garçon et le Héron, j'ai pas du tout aimé, même si j'ai bien aimé le héron. Et j'ai bien aimé aussi les petites vieilles, qui étaient très rigolotes, voilà. Mais ça fait pas un bon film. Nous allons passer au numéro 8 de mon flop 2023. En numéro 8, bon ça c'était quand même... Là on arrive dans les nanars. Ah il y a des trucs que je suis allé voir, je sais pas pourquoi je suis allé les voir. Enfin si je sais, la nostalgie, les Chevaliers du Zodiac, messieurs dames, les Chevaliers du Zodiac, qui a été une série qui m'a très marqué quand j'étais jeune, voilà, avec les temples et les Chevaliers d'Or et tout ça, voilà, c'est une série que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, que je trouvais très sombre à l'époque. Oh, c'était Bressour, que pas du tout en fait, c'est pas du tout Bressour, mais bon, Athéna qui se prend une flèche dans le sein et qui va en mourir, c'était terrible pour l'enfant que j'étais, voilà. Et donc, je sais pas, par une espèce de nostalgie bizarre, me disant, bah Lucas, ça n'a jamais marché, les adaptations de manga, ça marche une fois sur 30, alors que là, les Chevaliers du Zodiac, tu as vu la bande-annonce, il y a l'air d'avoir aucun budget, c'est moche, ça a l'air complètement con. Mais vas-y, tant pis. Donc j'y suis allé avec un copain. Je crois vraiment que j'ai jamais autant ri pendant une séance. Et vraiment, en fait, on riait tellement avec mon pote que, en fait, je me retenais pour pas gêner les gens qui étaient dans la salle, mais je pense qu'ils étaient dans le même état d'esprit que nous, quoi. Tellement c'est kitsch et con et mal écrit. Mais faut quand même que je vous dise, à la fin, vraiment, je me retiens de rire de fou. Et à la fin, il y a genre un personnage qui crée une espèce d'explosion nucléaire. Tu vois, toute une forêt qui explose. Mais quand je dis que c'est une explosion nucléaire, c'est une explosion nucléaire, quoi, voilà.
Et à l'épicentre de cette explosion, il y a la grande méchante. On la retrouve qui est à peine évanouie, mais qui n'est pas morte. Parce qu'elle est cachée derrière des caisses. Vous savez, c'est les caisses de Zikos. C'est les caisses noires, là, les trucs d'intermittents du spectacle, les caisses de musiciens. Et genre, le truc... le truc, c'est tellement solide que ça l'a protégée. Et vraiment, elle est cachée derrière deux pauvres caisses comme ça. Tout le reste est détruit, mais les caisses de Zico, ça l'a protégée. Et je me dis, Lucas, ne rit pas. Et là, mon pote, il explose de rire. Et je me suis tapé un fou rire, mais de 5 minutes, je n'arrivais plus à m'arrêter. Voilà, va vraiment dans le film est cataclysmique. Quand les combats commencent, ça switch direct dans la cinématique de PS3, c'est horriblement laid et tout ça. Mais même au niveau de l'histoire, à un moment, genre il y a le personnage de Athéna, elle dit « Non, je suis bouleversée, ça m'énerve, je ne peux pas en parler ». Elle prend sa moto, il y a une scène, vraiment une scène de 2 minutes où il la poursuit en moto. Ils arrivent dans une ville où il y a un port, ils arrivent au bout du ponton, et elle se retourne et puis elles continuent leur conversation comme si c'était, comme s'il n'y avait pas eu de blanc quoi. Et donc toute cette espèce de mini course poursuite, ça n'a servi à rien. Voilà, c'est que des trucs cons comme ça. Alors il y a aussi Sean Bean dans le film, donc on sait que Sean Bean, comme dans tous ses films, il va mourir. Mais là je sais même plus la scène, c'est avec une bombe qui explose, c'est ridicule et con. Enfin tu peux tellement pas le voir venir. Enfin c'était complètement débilasse, voilà. Une honte évidemment ce film. Alors puis en plus c'est tellement mal foutu, t'as des personnages qui sont là, tu penses qu'ils vont être importants. Il y a un personnage de garde du corps qui est là, un grand black. Tu te dis ah mais ça va être un personnage important lui. Et en fait non, d'un coup il meurt, il disparaît. Enfin c'est tellement mal foutu. Puis ça n'a rien à voir avec évidemment Senseiya. Enfin c'est ultra moderne. Senseiya c'est des chevaliers en armure qui se battent. Hein. Et là vous avez des espèces de vaisseaux spatiaux, des courses poursuites entre des voitures et des vaisseaux spatiaux. Ça n'a aucun sens, ça part en tous les sens. C'était éclaté. Mais on a quand même ri. C'est pour ça qu'il est pas trop. On s'est quand même un peu marré, voilà. Donc pour le côté nanar. Mais là on commence à rentrer dans la catégorie il faut le voir pour le croire, voilà. Et vous allez voir que dans ce flop de cette année, il y a certains films pour y croire, fallait vraiment poser les yeux dessus quoi, parce que c'était complètement fou. Voilà. Oh, c'était les Chevaliers du Zodiac. J'espère que ça vous a inspiré. Bon, numéro 7. Numéro 7, c'est 65. Alors, ils ont appelé ça la Terre d'avant, ils ont sous-titré ça la Terre d'avant, pour dire que le film se passe sur Terre. Alors vraiment, je trouve que la bande-annonce, là pour le coup, c'est un peu un traquenard. Parce que je trouve que la bande-annonce avait quand même un concept sympa qui cachait le fait que c'est un full nanar complètement débile. C'est un vaisseau spatial qui s'écrase sur une planète étrange et bizarre, qui en fait est la Terre. Voilà, spoiler, la Terre d'avant c'est la Terre. 65 millions d'années avant notre ère. Bon, alors ça, il y avait des humains 65 millions d'années avant, bon bref, ne réfléchissez pas trop, d'accord? C'est un peu con, mais vous allez voir. Le concept est cool. Et donc c'est Adam Driver, en plus un bon acteur quoi, qui se retrouve avec une petite gamine en train d'essayer de survivre cette terre qui est encore peuplée d'énormes dinosaures, voilà. Donc c'est un peu un côté survie dans Jurassic Park qui moi me donnait bien envie quoi, avec des ressources limitées, voilà, l'espèce de côté... on est deux, on doit survivre à tout prix et se barrer de cette planète. Mais bah évidemment, c'est complètement con, c'est débile. Tout le budget est passé dans 2-3 dinosaures qui sont évidemment très bien faits. Mais sinon, les décors c'est carton-pâte, les personnages sont insupportables, c'est complètement archi débile. Il n'y a pas une scène mémorable, il n'y a pas une scène qui fait peur, il n'y a pas une scène qui est intense, il n'y a pas une scène qui est angoissante. À la fin, en fait ils arrivent pile poil au moment où la Terre va être détruite par les météorites et c'est absolument pas palpitant. Je vais pas vous mentir. Je ne sais plus comment se finit ce film. Voilà. C'est ce genre de film. Je ne sais plus comment le film se termine. Je sais pas, j'ai zappé, je suis sorti de la séance et après c'était au milieu de l'année. Hein. Mais c'est pour dire à quel point c'était pas marquant quoi. En fait c'est Sony, ils ont balancé du budget, voilà, ils ont fait un gros film avec un max de budget, mais alors complètement débilos quoi. C'était complètement débilos, ça m'a, ouais. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Ne vous faites pas avoir par ce vil traquenard. C'est de la merde, voilà. Généralement les films avec des dinosaures maintenant, il faut commencer à s'en méfier. Hein, voilà, on commence à avoir quelques petits indices comme quoi, bon, le filon est épuisé. Va falloir se calmer maintenant, va falloir arrêter de faire de la merde. J'habite une maison citrouille, à petit peton, le soleil est rond. J'aime les grenouilles et la pluie qui mouille, et l'omelette au hanneton, et l'omelette au hanneton. Alors on arrive au numéro 6, messieurs dames, c'est de pire en pire, numéro 6. Moi qui adore les films policiers, les films de détective, les films un peu, voilà, ambiance, Amérique des années 30-40, je suis allé voir
Marlowe avec Liam Neeson. Liam Neeson qui depuis des années n'accepte que des rôles de merde. Mais c'est fou, il se retrouve dans tous les nanars de la décennie, le gars. Ce film est un condensé de clichés, de portes ouvertes sur le monde des détectives. C'est une parodie d'ambiance pseudo-crépusculaire et noire. C'est kitsch, c'est con, mais vraiment, t'as vraiment l'impression d'être dans... Enfin, quelque part, c'est un bon exercice pour voir tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu veux faire un film noir. C'est vraiment, ils en reprennent les codes, mais c'est étalé. Mais il n'y a aucune subtilité. C'est con et bête et c'est que des dialogues clichés, tout le monde joue mal. T'as vraiment l'impression de regarder une parodie de film noir, quoi. C'est une parodie d'un vieux film noir où lui il se prend trop pour Humphrey Bogart et il se dit voilà, oh, si je prends ma voix comme ça, un peu charismatique, j'aurai l'air cool et d'un vieux détective stylé. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, messieurs dames. Alors vraiment, moi je suis allé voir le film en me disant ah bah un film qui joue avec les codes du film noir, ça peut être intéressant. Ça ne joue pas. Personne ne joue dans ce film, je vous le dis tout de suite. Ça prend les codes, ça les met dans un petit saladier comme ça, ça en fait une petite salade et ça mange ses morts avec les codes en salade comme ça. Voilà. Les codes du film noir. Ouais, ils en font une petite purée comme ça, j'écrase tout comme ça, ils mélangent, hop, ils te resservent ça sur un plateau dégueulasse, puis ils se disent ah bah c'est bon, on a mis les codes. On a mis les codes, il y a une blonde, c'est une femme fatale et qui fume. Ah super, ah, ça fait vraiment un bon film noir quoi. Oh, il a été écrit par une IA ce film ou quoi? J'habite une maison patateuse, un petit peu tout chante le coucou. Maison patate, un petit peu ton, le soleil est rond. Numéro 5, je suis en grande colère aussi les amis, effectivement. Puisque la saga est définitivement morte, c'est une saga qui me tenait beaucoup à cœur. Scream, Fif, le 6, écoutez-moi bien, je ne saurais même plus vous dire lequel c'est. C'est peut-être le 7. Ah non, je me souviens du 6. Je me souviens parce que dans le métro, j'habite à Paris, hein, il y a encore des affiches dans le métro de Scream, ils les ont toujours pas enlevées. Voilà, elles sont là. Voilà. Scream, c'est le film immortel. Scream 6, oui, parce qu'il y a des affiches dans le métro, parce qu'il y a une scène dans le métro qui est complètement pitoyable et nulle, qui fait pas peur, qui est attendu à des kilomètres. Bon bref, je reviens au début en disant que Scream c'est une saga que j'adore. Je trouve que les 4 premiers sont vraiment hyper chouettes. Et à partir du 5 et du 6, donc on va commencer à faire complètement n'importe quoi. Gros délire, pareil, ça devient une parodie de la parodie. Il y a toujours eu un côté un peu méta, même complètement méta hein, dans les premiers Scream qui étaient repris dans les autres. Et c'est ça que j'avais quand même bien aimé dans le Scream 5, c'est qu'il y a quand même toujours ce petit côté méta. Mais alors là, ça devient complètement débile quoi. Complètement débile, les retournements de situation, mais c'est tellement con. Les premiers Scream dénonçaient ce côté un peu justement méta, du film dans le film, des gens qui s'inspiraient de films pour faire des crimes, et là t'as l'impression que ça devient une parodie en fait de ça. T'as l'impression qu'ils ont vraiment rien compris au travail original, justement de la critique de la vidéo, de la représentation filmée, et qu'ils en font une espèce de nanar complètement débilasse, où les personnages se retrouvent dans une situation mais... c'est à hurler de rire quoi. Franchement il y a des scènes. En fait il y a une scène où ils doivent passer sur une échelle pour passer d'un appartement à l'autre. Et il y a une fille qui est sur l'échelle et il y a le méchant Scaryface là, comme je sais plus comment il s'appelle, Ghostface. Et il y a Ghostface qui est derrière qui secoue l'échelle comme ça. Et la pauvre meuf elle est accrochée à son échelle en disant ah non arrêtez. Je hurlais de rire dans le cinéma, c'était tellement pitoyable. Et en fait maintenant, depuis 3 films, tu as le même groupe de personnages, tous leurs potes se font buter, mais eux survivent malgré le fait qu'ils se prennent 15 000 coups de couteau. Et il y a le même personnage qui est un jeune black un peu baraque. Déjà dans le film d'avant, il finissait dans l'ambulance parce qu'il s'était fait planter je sais pas combien de fois. Et là je vous jure, mais le gars se prend... Ils sont 3 sur lui, hein, avec des couteaux comme ça. Il s'en prend de partout. Les autres s'enfuient, il l'abandonne. Il a dû se prendre, mais je sais pas, 18 coups de couteau, quoi. Et le gars est pas mort à la fin. Le gars est pas mort à la fin. Comme si les méchants, genre, ils savaient pas viser. Hop là, ils visent que les endroits où il y a pas d'artère, quoi. Et puis hop là où il y a des trous dans le corps. Con, mais à en crever. Il y a Hayden Panettiere qui revient, qui joue un agent du FBI, mais qui joue tellement mal, qui est en bout de course, qui est à bout de souffle quoi. Pareil, Courtney Cox, mais il faut arrêter le massacre. Il
faut arrêter, il faut plus que ces gens-là fassent de films, quoi. Ah, bah, apparemment, la franchise va s'arrêter parce que l'actrice là qui jouait, l'héroïne, qui est en fait la fille du premier tueur dans Scream 1, elle a pris position pour la Palestine, yeah, bien joué, enfin sur les réseaux, voilà, de manière tout à fait mesurée en plus, et du coup, les producteurs ont dit, bah c'est mort, ah ouais, tu prends, fais tes causes pour la Palestine, tu dégages de notre saga, et Jenna Ortega elle a dit, ah ouais, vous la dégagez, bah moi aussi je dégage en fait, voilà, en fait ça va pas le faire. Donc, il y a les seuls deux nanas qui tenaient un peu cette saga encore sur le long terme, et ben c'est ciao. Donc, c'est ciao. Moi aussi c'est ciao. Je regarderai plus de Scream, c'est terminé, je m'en suis assez infligé, c'est fini, faites ça sans moi. Numéro 4. J'habite une maison citron. J'aime les tomates et tirer la queue du hibou. Ah là, que me suis-je infligé? En fait, je sais pas pourquoi, je hais Zack Snyder, je hais tous ses films, sauf Watchmen. J'adore Watchmen, mais si on pris case par case sur le comics et il a rajouté son style, ce qui est très bien. Mais tous ces films sont éclatés. Et dans le style, il faut le voir pour le croire. Regardez-moi Rebel Moon sur Netflix, la partie 1. Parce qu'il va y avoir une partie 2. Une partie 2. Une partie 2 à quoi? Faudrait déjà qu'il y ait eu un début dans cette partie 1. Faudrait qu'il y ait eu un bout d'embryon de film en fait. Pas juste des idées complètement connes couchées sur le papier, nées d'un cerveau malade et dégénéré qui voulait juste faire des petits ralentis à des moments complètement inintéressants. Rebel Moon, c'est le nouveau Star Wars. Ils ont peur. Non mais ces gens, ils ont peur de rien quoi. Parce qu'ils ont de la thune, ils arrivent en disant oui, voilà, c'est bon, on a recréé une saga dans l'espace, c'est le nouveau Star Wars. Et puis s'imagine qu'il y a des hordes de geeks comme ça qui vont arriver, qui vont dire ah oui, merci, tout ce qu'on voulait voir c'était de la science-fiction. Une catastrophe ce film. Un ramassis de clichés mais à vomir. À vomir. C'est des gentils paysans et en fait ils se font attaquer par les méchants nazis de l'espace. Ils se rebellent. La lutte rebelle, vous avez compris ou pas? Bah, c'était vachement bien écrit. C'était quand même absolument incroyable, non? Et voilà. Et c'était un post-it. Le film il a été écrit sur un post-it et ils se sont dit c'est bon, voilà. Et en plus, alors ça m'énerve d'autant plus parce qu'évidemment ça apprend au 7 Samouraïs qui est un de mes films préférés. Je crois que c'est mon deuxième film préféré, dans mon top 100 j'avais mis deuxième je crois. Où c'est des gens désespérés qui vont chercher des samouraïs qui ne peuvent pas les payer, qui vont chercher des gens qui sont prêts à se battre pour une cause. Mais tu crois que ça va parler vraiment de rébellion, de ce que c'est de se révolter face à un empire, face à des puissants? Pas du tout. Pas de... Oh là là, bah attendez, mais là vous pensez que vous auriez un scénario qui sera écrit un petit peu avec un minimum de subtilité? Pas du tout, là c'est les méchants nazis de l'espace. Et tous les méchants soldats, ils sont méchants. Ils ont des têtes de méchants. Ils ont des coupes de méchants. Et ils font des trucs de méchants. Et ils sont là, et on va leur voler leurs affaires aux paysans. Et on va violer les gamines. Viens la petite, on va te violer, on est très très méchants. On adore faire le mal. C'est vraiment trop super d'être méchant. Il a été écrit par une IA, le film, mon gars. Un petit poteau danse les crapauds. Eh ben, non, attendez. Attendez. Honnêtement, première fois que je le pense, sincèrement, je pense que le film a été écrit par une IA. Voilà. Mais je pense vraiment. Il faudrait que je me renseigne sur qui sont les scénaristes de ce truc. Sinon, voilà, c'est une suite de scènes complètement débiles, nulles et chiantes, où elle va aller recruter des gens les uns après les autres, qui sont tous aussi inintéressants les uns que les autres, parce qu'ils n'ont aucune profondeur. Puis on nous dit, non mais attendez, ça, c'est la première version, vous n'avez pas eu le Snyder Cut. Ah ça, je n'en peux plus de ces putains de Snyder Cut. Genre, non mais en fait, le film c'est de la merde, mais il faudra attendre la version longue du réalisateur. Moi je les ai vus les versions longues, c'est les mêmes films en plus long, c'est pas plus intéressant, c'est à chier. Comment, même avec ça, tu peux me rajouter 4 heures, ce sera pas un bon film. Ton film il est éclaté au sol, éclaté, y a rien, y a aucun personnage intéressant, y a aucun personnage que tu retiens, parce qu'ils sont complètement traités en surface. T'arrives à un endroit, le personnage dit non je veux pas vous rejoindre, si tu veux nous rejoindre, ok je viens vous rejoindre, voilà. Et après il y a des espèces de bastons avec... Même dans ces bastons, en fait, c'est complètement débile. Au début, elle se bat contre des soldats, ils sont 15 contre elle, elle est toute seule, et elle les prend les uns après les autres, comme dans un jeu vidéo, t'as l'impression que les autres, ils attendent comme ça. Ils se battent pas, ils attendent. Ils attendent d'être tous tués les uns après les autres à la file. Il met des ralentis au pire moment. T'as des scènes qui servent à rien, il y a un mec qui chauffe un hippogriffe, t'es en mode ok, ça servait à quoi, ça a amené à quoi, c'était nul. Tu l'enlèverais du film, ça... Voilà, le film serait complètement le même, voilà. Le film est long, c'est long. Je crois qu'il dure 2h40, un truc comme ça. Oh là là. Je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, j'avais mis son truc de zombie là aussi, qui était un truc mais nul à chier. Mais il est nul ce mec, il est nul.
nul, Zack Snyder. Wow, réveillez-vous, il est nul. À quel moment vous avez aimé Zack Snyder? Allô, à quel moment il a fait un bon film? Ouh, hein? Je vous entends pas. Je vous entends pas parce que vous ne dites rien, parce que vous n'avez pas de réponse. Il est nul, il est dans le top 3 des pires réals, Zack Snyder. Ah, il fait des beaux plans ralentis. Ou alors Zack Snyder est une IA. Et ça, il serait vraiment en avance sur son temps, parce que ça fait 20 ans que c'est une IA qui fait des films en fait, et on nous a inventé un personnage qui n'existe pas. Nous arrivons dans le top 3 des pires films que j'ai vus, évidemment, en 2023. Alors là on est sur du tu l'as voulu, tu l'as eu quoi. Là j'aurais peut-être dû me dire qu'il y avait Anguille sous roche. Et alors, nous allons commencer le podium avec En eau très trouble. Eh oui, parce que c'est bolos. Au moment de traduire le premier film qui s'appelait The Meg, ils ont appelé ça En eau trouble. Quand ils ont fait The Meg 2, et ils se sont dit merde, qu'est-ce qu'on fait avec notre titre à la con? Eh bien, En eau trouble, messieurs dames, est devenu En eau très trouble. Et j'espère, juste pour la vanne, qu'ils vont produire un 3. Parce que ça donnera, je pense, à des titres les plus éclatés de toute l'histoire du cinéma. Bon, pourquoi je suis allé voir ça, moi? Mais parce que j'aime bien les gros requins. J'aime bien, je suis un être faible. On me dit, il y a un gros monstre. J'aime bien les kaijus et tout ça. Il y a un gros monstre qui mange les gens. Il croque les gens. Et ben moi j'y vais, je m'en fous, j'ai illimité. J'essaie d'imiter. Bien aller voir une daube de temps en temps, quoi. Non, puis le 1 était très mauvais. Le 1 était très mauvais, mais il y avait quand même des petits, hein. Des petits moments qui te transmettaient quand même bien la thalassophobie, quoi. La peur des eaux profondes, la peur du grand bleu, ouais, le vide complet de l'océan et ce qui se cache dedans. Alors là, pas du tout, là. Pas du tout, là, c'est parti, on est en mode full nanar, complètement con. Il y a une seule scène vraiment qui se passe dans le fond des océans, mais c'est tellement de la bouillie d'effets spéciaux dégueulasses. Tu ne vois rien, tu comprends rien de ce qui se passe. Maintenant, alors il y a 3 gros requins, mais en plus il y a une pieuvre géante, et puis voilà. C'est tout, mais c'est pas mieux. Ah, c'est toujours plus c'est mieux, bah là je vous assure que non, quoi. En plus le film est une arnaque totale évidemment, puisque la quasi-totalité du film, je dirais les 3/4 du film se passe sur Terre, et la principale menace de ce film sont des petits dinosaures. Oui, bah pourquoi pas The Meg, le mégalodon. Non, de petits dinosaures comme ça, c'est des espèces de gros crocodiles qui mangent les gens sur Terre, voilà. Et donc évidemment le film est une arnaque totale, les mégalodons sont complètement moches, mal faits et mal exploités. Le film enchaîne les dialogues mais nanardesques, mais en fait ça en devient presque insultant, quoi. Quand c'est si mal écrit, vraiment t'as vraiment l'impression qu'on te prend pour un con, quoi. Et le film vraiment au calme recycle mais des vieux clichés, mais vraiment qui sont presque insultants, quoi. Le meilleur ami noir qui est le rigolo de la bande, qui fait des vannes, qui est là pour faire rire et éventuellement là pour crever à la fin, pour sauver les gens, quoi. Enfin vraiment des espèces de trucs sortis d'un autre temps qui sont horribles à regarder, quoi. Et le film est vraiment malade de ça, mais tu sens que le film il est aussi fait pour le marché chinois, et c'est complètement terrifiant, parce que le film a vraiment un espèce de sous-texte dégueulasse comme ça, plein de clichés, les choses doivent être comme ça. Par contre, sur la famille c'est très important, le rapport père-fille, voilà, à quel point... que des... Tu sens vraiment, c'est à la limite de la propagande, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis si haut, parce que le film est un nanar, vraiment, il faut le voir pour le croire. J'ai jamais vu un monstre aussi mal exploité, mais le film est si haut parce qu'en sous-texte, il a vraiment ce truc dégueulasse sur... Ouais, la famille, les vieilles valeurs tradies, là, se sacrifier pour les enfants... Enfin, vraiment, t'as l'impression, c'est limite si tu regardes pas la caméra et que tu dises pas explicitement, quoi. Tellement c'est des grosses ficelles, c'est gros et c'est horrible. Enfin voilà, j'ai cru mourir devant ce film, donc je vous invite vraiment à pas regarder cette merde. En tout cas, j'irai pas voir le 3 parce que ça suffit de donner de l'argent à ces connards. Et le film, il aurait pas été écrit par une IA. J'habite une maison baignoire, à petit poteau dansent les crapauds. J'aime les histoires, les pommes et les poires, et le bon gigot d'asticot, le bon gigot d'asticot. Héros de ces Expendables 4, arrêtez. Oui, j'aurais pas dû voir ça. J'aurais pas dû aller voir. Je suis pour. J'aurais pas dû, mais j'ai peut-être eu un petit moment d'absence, je sais pas, un soir il se passait rien.
Non, vous savez pourquoi je suis allé voir Expendables 4? Parce que j'adore Expendables 2. Je trouve que le film est génial. Le film m'a marqué. Je trouve que il a tellement de second degré. Il est tellement cynique justement sur la représentation cliché qu'on pouvait avoir des films des années 80 avec que des mecs costauds qui font des trucs de costauds et tout. T'as l'impression que ils ont fait ce film justement qui était plein de bons sentiments, justement qui était un bon clin d'œil justement à tous ces films en accentuant les traits, en mettant, en grossissant un petit peu les traits, mais tout en étant une célébration de cette étape-là, quoi. Et tu sens que vraiment ils se sont dit, ah mais non, mais en fait c'est un truc de woke, on s'assume pas. Et ils se sont dit, on va faire un film qui est un pied de nez à tout ce qui est anti-woke. Ah, nous on déteste les progressistes, nous ce qu'on aime c'est les culs des meufs et boire de la bière dessus en fumant des gros briquets avec des gros cigares. Ou l'inverse, des gros briques, quoi. Le film est une suite de clichés mais tellement insultants. De gros masculins virilistes. C'est moi le plus costaud. T'es pas content? Bah je vais te mettre la gueule au carré, quoi. Tu vas voir, ouais. Ouais, ce qui est cool dans la vie, c'est les grosses motos. C'est les femmes sexy qui sont des bombes sexuelles et qui savent se battre, ouais. Alors les femmes dans ce film, toutes plus hystériques les unes que les autres, elles passent leur temps à hurler, elles sont encore plus connes que tous ces gros débilasses là. Pour vous montrer la débilité de ce film, t'as le gros bourrin du groupe là, je sais plus quoi s'appelle l'acteur, il va voir la petite asiatique, elle dit ah pour le sortir il faudrait une grosse arme, un truc comme ça, et moi aussi j'en ai une grosse, mais je sais pas si ça va nous aider à sortir. Et il fait ah ouais t'en as une grosse, et petit comme ça, petit zizi, ah ouais je vais te montrer moi. Et écoutez-moi bien, je vous jure, les deux là, ils ont une love story à la fin. C'est-à-dire qu'en se disant des trucs comme ça, j'ai une grosse tête, non t'as un petit zizi, ils sont tombés amoureux et ils finissent ensemble parce que c'est bien connu en 2023 pour aller draguer une femme, la meilleure chose à lui dire c'est et moi j'en ai une grosse, j'ai bien cassée, je peux te la montrer si tu veux. Oh, c'est genre oh my fuck. Donc le film, en plus d'être un nanar tout droit sorti du fin fond des années 80, justement a cette espèce, vraiment cette volonté constante, perpétuelle pendant le film de te montrer ce que sont les vraies valeurs de l'Amérique, ce que c'est que d'être un vrai homme, de se faire respecter par les femmes en étant extrêmement cool, viril et musclé. C'est important d'être musclé, non? Ah, cauchemar ce film, un cauchemar. Un cauchemar. Alors pour achever la bête, les CGI, les effets spéciaux sont dégueulasse. Dégueulasse. Vraiment, genre c'est la bouillie de fond vert horrible. Il n'y a aucune scène d'action marquante. Il y a un plot twist où le grand méchant il est kitsch à en crever. Tout est raté dans le film. Tout. Je suis navré, j'ai vu que le son avait craché, je sais pas pourquoi. Le son a craché pendant Expendables 4. Mais est-ce que Expendables 4 méritait un bon son, franchement? Messieurs dames, nous arrivons au top 1. Existe-t-il en 2023 une plus grosse transgression qu'Expendables 4? Et oui, c'est possible avec la carte Kiwi. En 2023, pardon. En 2023, il y a eu Indiana Jones et le cadran de la destinée. Oh waouh. Et ben quand je vous le disais, c'était une année basée sous le thème de il faut le voir pour le croire. Alors là vraiment, franchement Murdoch à côté c'est du pipi de chat quoi, c'est pour les bébés là, c'était un jeu d'éveil alors que là, j'avais jamais vu écouter Indiana Jones 4, le crâne de cristal, tout le monde m'en disait de la merde, que c'était horrible. Écoutez, je l'ai regardé je crois 2 jours avant d'aller voir celui-là. Pour être honnête, j'ai quand même vu une version où les effets spéciaux ont été remasterisés, où les marmottes étaient dégueulasses mais pas complètement horribles. Et ça piquait quand même déjà les yeux parce qu'à la fin du 4, faut quand même déjà vous dire que quand tu vois les extraterrestres, tu te dis, il y a des extraterrestres hein, dans Indiana Jones. Donc déjà, tu peux te dire, attends, non, là, il y a une douille, là, c'est bien moche et kitsch. On a un souci parce qu'Indiana Jones, au départ, c'était que des trucs un peu suggérés, c'était du fantastique, on flirtait avec, quoi, voilà. Et quand tu vois la soucoupe volante à la fin du 4, mais juste de le dire, on voit qu'il y a un problème. Quand tu vois la soucoupe volante qui décolle dans une espèce de cinématique de PS2 horrible, vraiment, c'était monstrueux. Là, je me dis, aïe, ça fait mal. Mais quand même, dans le 4, j'avais retrouvé un souffle un peu épique, j'avais retrouvé ce sentiment d'aventure, de cascade,
propre à Indiana Jones, de course-poursuite en voiture. Même se balancer de liane en liane, ça m'avait pas choqué. Je trouvais que c'était bien propre à Indiana Jones. Voilà, je trouvais qu'il y avait un côté un peu kitsch et sympathique qui allait bien avec Indiana Jones. Mais alors là. Bon, on peut aller très vite sur le film. Il n'y a aucune scène mémorable, ça joue pas bien. Quand il est en jeune, il est moche, ça se voit que c'est des images de synthèse à des kilomètres. L'histoire est complètement con et nulle. En fait, t'as l'impression qu'ils essayent de refoutre dans cet Indiana Jones tout ce qui a marché dans les anciens. Il y a un nouveau Petite Lune, je sais même plus comment il s'appelle, ouais, un nouveau petit gamin. Il y a des courses-poursuites, mais tellement inintéressantes dans des tuk-tuk là. Enfin, tout est raté. Il y a une scène dans l'eau, c'est une bouillie, pareil. Bouillie numérique, tu vois rien avec des anguilles, ça fait pas peur, c'est pas prenant. Tout le côté, c'est le comeback d'un vieux qui doit passer le flambeau à la nouvelle génération, ça ne marche pas du tout. Tout est traité en surface, les méchants sont nuls. Je vais pas m'étendre sur ce film qui pour moi vraiment est une catastrophe, qui a été un supplice avec aucune scène mémorable de bout en bout. Mais vraiment la fin. Même, comment elle s'appelle, l'actrice, la nouvelle, je l'aime pas. Je l'aime pas, je trouve qu'elle a pas un rôle intéressant, elle a pas un rôle important. C'est celle qui a fait Fleabag. Je suis toujours fatigué à la fin de mes flops, j'oublie tout. Ça va être compliqué de reprendre le relais. Mais à la fin, je vais spoiler. Hein. Je suis désolé, je dois spoiler, mais pour que vous ayez un peu le même choc que j'ai pu avoir, quoi. Grâce au cadran de la destinée, il voyage avec un avion dans le temps et il se retrouve à l'époque d'Archimède en pleine bataille entre deux grandes villes grecques ou gréco-romaines, je sais plus. Et donc ils arrivent au milieu d'une armada qui est en train de se tirer dessus comme ça. Et là j'étais en mode mais putain, mais vous n'avez rien compris. C'est pas ça Indiana Jones. Alors je sais que c'est vous qui l'avez créé, mais j'ai quand même un peu l'impression que c'était pas ça. Et genre vraiment j'étais devant mon écran en train de me dire mais non, ils ont fait ça putain. Et toute la fin se passe du coup à l'époque des Grecs. Forcément, il n'y a pas de Spielberg, donc il n'y a aucune idée de mise en scène qui est vraiment sympa. Et voilà, t'as cette fin-là où... Pour moi, en fait, c'est bien parce que cette fin-là, je me suis dit, ah, c'est vraiment la fin d'une ère. Genre, les années 80, c'est mort. Cette nostalgie-là ne peut plus durer, en fait. Cette espèce de... Enfin, c'est même pas de la nostalgie, c'est... Ils capitalisent sur des anciennes licences qui ont marché. Mais les gens qui sont nés dans les années 2000, c'est plus rien pour eux, Indiana Jones. C'est plus rien. Il y a des jeunes, là, ils ont 23 ans, 24 ans. Ils ont envie de s'intéresser au cinéma, ils veulent faire du cinéma. C'est plus rien, c'est mort. Et c'est terrible parce que ce genre de film, c'est le dernier clou sur le sarcophage, quoi. C'était, mais... J'en suis ressorti, mais sous le choc. Sous le choc, j'avais besoin d'une thérapie après ce film. Si un jour dans ma vie, je devrais me souvenir d'un film en me disant, il faut le voir pour le croire, c'était Indiana Jones. Je suis sûr que cette histoire-là, à la fin, de la guerre entre... Je suis sûr qu'il y en a qui le croient pas. Non, c'est pas possible. C'est Indiana Jones, je crois, ça va pas être ça. Non. Non, c'est pas possible, ça va pas pu si mal tourner. Et bah si, messieurs dames, ça a mal tourné, on est très très mal. Mais bon, écoutez, est-ce que je suis pas là aussi pour prendre des balles pour l'équipe? Voilà. Est-ce que je suis pas là pour être en première ligne et subir les affres du pire cinéma pour vous, quoi? Enfin bon, ça se trouve, vous avez beaucoup aimé, mais en vérité, j'en doute. N'oubliez pas, le cinéma est un combat perpétuel, l'art est un combat perpétuel. Et on va quand même pas laisser gagner des films dont on dirait qu'ils ont été écrits par des putains de IA. J'habite une maison chaussure, un petit peu tout le renard héros. J'habite une maison chaussure, un petit peu tout le renard héros. Je prends les voitures à la confiture, je les fais lécher par les matous, je les fais lécher par les matous. Bisous.